Vous savez qu'au mois de janvier, il y a eu beaucoup de morts, malheureusement, dans le domaine culturel en France, et notamment un grand écrivain qui était Michel Tournier, qui vivait dans un presbytère dans les Yvelines. Il avait été interviewé il y a quelques années, alors, quand il était encore en pleine forme. On va l'écouter, puis on va parler de culture avec mes prochains invités. On est chez moi parce que j'habite le presbytère de Choiseul depuis 45 ans. Et j'y ai écrit tout ce que j'ai publié. Et c'est devenu une partie de moi-même, cette maison. On se rend compte que vous faites partie du patrimoine maintenant. Mais j'espère, enfin pas trop, parce que ça a un côté un petit peu funèbre, de faire partie d'un patrimoine vivant. Oui, c'est ça, provisoirement. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, votre maison pourrait être le lieu d'un culte, d'un pèlerinage? Oh, j'espère que non, mais si c'était le cas, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, un presbytère est une maison très honorable, et je l'ai laissé, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé tel quel. Michel Tournier, l'auteur notamment du Roi des Aulnes, qui habitait ce presbytère dans les Yvelines. Alors, on va parler de culture maintenant avec vous, Lionel Massetta, qui dirigeait le théâtre de Saint-Quentin, avec Sabine Cossin, qui dirigeait le Prisme, et avec Marc Almond-Gravez, qui nous fait l'honneur, le plaisir de nous accueillir dans une de ces salles de l'UGC. Alors, peut-être un mot, d'abord il faut quand même en reparler. Il y a eu le 13 novembre, qui a été évidemment un attentat terroriste terrible, dans une salle qui était une salle de culture, de spectacle. Est-ce que vous avez l'impression que ça a eu une conséquence? Alors, non seulement évidemment peut-être sur la peur d'un certain nombre de gens de venir dans des salles publiques, mais peut-être d'envie. Est-ce que vous avez ressenti un contre-coup de ces attentats, Lionel Massetta? Écoutez, il y a des vues objectives de la chose et des vues plus subjectives de la chose. Donc la peur est une vue, on va dire, subjective. Il y a une réalité, c'est que dans les théâtres privés, dans les salles privées, il y a eu une baisse, et les chiffres sont tombés, de 30% de la fréquentation par rapport à la saison dernière. Dans les théâtres publics, et je pense notamment dans les théâtres publics en dehors de Paris, mais à Paris je pense que c'est à peu près la même chose, mais en dehors de Paris, il y a la baisse de fréquentation a été beaucoup moins sensible. C'est d'ailleurs assez étonnant. Alors s'il y a une très légère baisse de fréquentation, des personnes qui avaient acheté leur place mais qui n'ont pas voulu venir, mais qui restent assez minimes. Après, on a mis en place des mesures de sécurité à l'entrée des théâtres, à l'intérieur du théâtre, de façon d'une part à faire de la prévention et d'autre part à rassurer également les spectateurs pour dire que l'on tenait compte de cette peur qu'ils pouvaient avoir. Mais il n'y a pas eu, dans les théâtres publics, en tout cas à la scène nationale, de véritable baisse. Je crois que l'impact, en revanche, de ces attentats du 13 novembre est aussi une réflexion qui a été induite par ces attentats sur quel est le rôle des théâtres publics, des théâtres en général et de la culture. De la culture généralement. Et je pense que ça nous pose une véritable question sur le travail que l'on fait et le sens que l'on met dans le travail que l'on fait. Oui, parce qu'on l'aboutit, pardon, je vous donne la parole tout de suite, Sabine. C'est vrai que c'était aussi des attentats contre un art de vivre et contre d'une certaine façon, notre culture. Oui. Sabine Cossin, vous avez Oui, mais c'est à cet endroit-là que j'avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Lionel, donc sur l'étude des comportements des gens. Mais ce qui est évident, c'est que les théâtres qui sont peut-être à l'extérieur de Paris, c'est un théâtre de proximité. On a beaucoup parlé de la proximité sur la toute première partie de votre émission, Patrice. Et donc, nos théâtres établissent un vrai lien avec la population. Absolument. Nous avons énormément d'abonnés, par exemple. Donc l'abonné vient une fois, 2 fois, 3 fois. Par rapport à cette attaque sur une salle de spectacle, une attaque de la culture, de ce qui peut unir les gens et de ces phénomènes de partage, du vivre ensemble qu'on a cité aussi précédemment, eh bien, nous, on a clairement senti au Prisme que d'abord c'était chez eux, et qu'ils avaient envie, pas de le revendiquer, mais ils étaient chez eux et on ne leur enlèverait pas. Et je voudrais ajouter juste quelque chose. C'est beau ça.
Oui, et on ne l'enlèverait pas. Non, mais ça, c'était très clair. Ouais. On a discuté beaucoup avec les gens avant les spectacles, après les spectacles. Et je suis intervenue parce que nous, on a été obligés d'annuler le 14 novembre Roberto Fonseca, le concert de Roberto Fonseca, ce pianiste cubain génialissime, et Fatoumata Diawara, qui est une malienne. Et on l'a rejoué le 23 novembre parce que d'abord, Roberto tenait absolument à se jouer parce qu'ils étaient à la Philharmonie le 13. Et une fois qu'ils ont eu fini de jouer à la Philharmonie, ils ont découvert toute l'horreur au Stade de France, puis toute cette horreur que vous citiez tout à l'heure. Et avant le concert, j'ai donc pris la parole et c'est vrai que j'ai dit une chose qui était, je la pense sincèrement, c'est que l'éducation, la culture, le développement de la pensée sont sans aucun doute les armes les plus puissantes pour défendre notre monde de liberté. Moi, je pense que nos spectateurs, ils en sont totalement conscients et qu'ils y tiennent, quoi. Marc Alban-Gravès, vous avez senti, vous aussi? Alors nous, c'est vrai qu'on a un double aspect, c'est qu'on a une salle de spectacle nous aussi, dans un centre commercial, donc il y avait un double impact où les gens avaient peur d'aller dans les centres commerciaux et en plus d'aller dans une salle de cinéma, entre autres. Donc c'est vrai que nous, on avait été fermés le samedi, comme beaucoup de salles et comme beaucoup de centres commerciaux, mais je sais que dès le dimanche, j'ai voulu absolument ouvrir. J'avais prévenu Michel Laugier que je voulais ouvrir parce qu'on avait normalement une avant-première, une équipe de film, donc l'équipe de film a décommandé, mais je voulais faire l'avant-première pour vraiment dire on est ouvert, parce que c'est un lieu symbolique, je voulais ouvrir, et les gens étaient là dès 9h30 du matin, je les ai accueillis à 9h30 du matin, et les gens sont venus en disant on a besoin de se changer les idées. Et beaucoup de gens, alors je ne dis pas qu'il y en avait non plus beaucoup, mais il y avait un certain nombre de gens qui nous ont remerciés d'avoir fait l'effort de rester ouverts malgré les craintes, malgré où il y avait quand même beaucoup d'incertitudes le dimanche matin encore, et ils nous ont remerciés de dire voilà, c'est symbolique, vous êtes ouverts, et c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et après, pour répondre à votre question, oui, on a eu une baisse significative de la clientèle, notamment sur la première semaine, contrairement à d'autres spectacles comme le théâtre ou d'autres où les gens réservent. Nous, ils peuvent se dire on peut revenir dans une semaine, 15 jours, immédiat. Les films vont rester. Et heureusement qu'il y avait des films forts, notamment à Star Wars quelques semaines après, où les gens avaient une véritable envie de ressortir, de ressentir des émotions, de ressentir... voilà, on parlait d'art de vivre, on parlait d'un certain nombre de choses. Ils sont revenus en masse rapidement au mois de décembre. Voilà, on a eu une petite période de latence où c'était plus compliqué. Alors, pardon, je vais parler un petit peu de théâtre, mais après on va donner les grands événements qui seront là en 2016. Mais il y a une chose qui m'a toujours fasciné, que ce soit au Théâtre de Saint-Quentin, que ce soit au Prisme, c'est que vous proposez des spectacles qui sont des spectacles exigeants, souvent, et vous arrivez à attirer une population dont on se dit que ce n'est pas forcément la première population qui est attirée par la culture. Comment vous réussissez ce pari absolument incroyable et presque impossible ? C'est peut-être toute la différence entre les théâtres publics et les théâtres privés. Et ce qui justifie également les subventions publiques que perçoivent les théâtres comme la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. C'est-à-dire que notre travail ne consiste pas uniquement à programmer des spectacles, avec une grande diversité, un grand spectre esthétique, artistique. Il consiste aussi à être sur le terrain quotidiennement. C'est-à-dire que dans le travail de la scène nationale, il y a ce travail de programmation qui représente, alors je vais en faire à la louche, qui représente 50% de notre travail. Les 50 autres % de notre travail, c'est d'être sur le terrain en permanence. Quand je dis nous, c'est l'équipe du Théâtre de Saint-Quentin, mais également les artistes. C'est-à-dire que ce sont les artistes qui sont sur scène et les artistes qui interviennent dans les écoles, mais pas uniquement dans les écoles, mais également dans le milieu associatif, dans les structures sociales, qui sont là pour porter cette parole, pour faire que l'on puisse parler sur un pied d'égalité avec un artiste, pour faire que l'on vienne découvrir des œuvres. Il y avait au Théâtre de Saint-Quentin une représentation de Réparer les vivants, une mise en scène de Sylvain Maurice, du texte de Maïlis de Kerangal. D'après le roman, oui. Il y a quelque chose qui est à la fois réjouissant et qui continue à me fasciner, c'est qu'il y avait dans la petite salle, sur les 300 personnes, c'était archi plein, sur les 300 personnes, il devait y avoir une centaine de lycéens. Donc il y a cette diversité générationnelle, il y avait un silence absolument religieux. C'est-à-dire que le but n'est pas uniquement d'amener des populations, y compris des populations jeunes, on parlait de populations défavorisées dans le théâtre, c'est faire aussi en sorte qu'elles soient en capacité de recevoir les œuvres. Mustapha Larbaoui parlait tout à l'heure. Et c'est un peu la même chose. Et en fait, je reconnaissais totalement le rôle d'un théâtre public dans le discours qu'il tenait.
Et c'est assez souvent, réjouissant, d'ailleurs, d'ailleurs, vous parliez des lycéens, mais c'est souvent les jeunes qui amènent aussi leurs parents. Il y a un système, effectivement, à la scène nationale de parents accompagnateurs, ça aussi c'est réjouissant. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont en projet avec la scène nationale, que ce soit des projets musicaux, des projets théâtraux ou chorégraphiques, peuvent amener leurs parents pour des tarifs modiques, ce qui fait que on retrouve dans le théâtre des parents accompagnateurs qui sont là, qui représentent, on va dire, 1000 personnes chaque saison, à qui il est possible d'avoir accès à des œuvres qu'elles ne seraient certainement pas naturellement venues voir. Bien sûr. Sabine Cossin, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'au fond, Alors, les gens qui viennent, ils ont l'impression qu'ils sont chez eux, que c'est leur maison. Oui, voilà. Et un projet comme celui du Prisme, qui est Centre de développement artistique, propose énormément de rencontres et la médiation dont parlait Lionel entre les artistes et la population. On travaille beaucoup, effectivement, avec les établissements scolaires, mais on propose également des projets participatifs au cœur duquel est l'artiste et les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont envie d'y participer, de la danse, du théâtre. Mais le principe est que quand on travaille par exemple en milieu scolaire, c'est l'enfant qui est au cœur du projet. C'est-à-dire que du coup, il y a une résidence d'artistes dans l'établissement scolaire, ça va toucher 10 classes. C'est l'enfant qui est au cœur parce que c'est grâce à son enseignant, et il ne faut surtout pas l'oublier, la mobilisation des enseignants dans les activités que l'on peut proposer avec les artistes. Et l'enfant, lui, il va revenir dans sa famille. Il va valoriser son école par rapport à sa famille va être valorisée par ce qu'il fait, puisqu'il y a toujours des restitutions, des rencontres sur les propos. Et à nous, tel que le disait Lionel, lieu de vie, lieu d'action. Effectivement, s'il y a dans des missions qui nous sont confiées, de l'argent public qui nous est confié, c'est bien pour qu'il soit au plus large de la population et dans sa diversité. Eh bien, à partir de ce moment-là, à nous de proposer, comme des ateliers de danse en famille, ce que le Prisme fait le samedi, ces projets participatifs auxquels je faisais référence, des conférences, des pianos-bars, tout ce qui va tisser une relation qui va aller plus loin vis-à-vis de la culture et de l'artiste. Marc-Alban Gravez, dans le cinéma, il y a une action comme ça qu'on peut faire ou... Alors, il y a des actions récurrentes et que nous organisons. Je me rappelle l'organisation du festival qu'on avait lancé au mois de novembre, où il y avait une partie grand public, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient associés, et on avait une première le vendredi, toute une journée dédiée aux scolaires, où de nombreux collégiens, lycéens étaient venus débattre avec des producteurs ou des réalisateurs. On avait le projet un peu fou, mais ça n'a pas pu se réaliser, de faire une liaison en direct avec la base du Mont d'Urville pour pouvoir échanger avec les chercheurs là-bas. Donc voilà, on est toujours dans cette recherche d'associés, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. On a reçu Omar Sy qui a invité un certain nombre de ses amis de Trappes, où il y avait à peu près une centaine d'invités dans la salle. Donc il y a tout ce lien, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec des milieux un peu plus défavorisés, que l'on traite différemment d'une scène vivante ou autre, mais qu'on essaye de traduire tout au long de l'année. Il y a eu un festival, alors malheureusement ça a été au moment des attentats, qui était le festival Saint-Quentin sur les documentaires. Il y aura une deuxième édition ? Écoutez, j'espère qu'il y aura une deuxième. Tout est fait pour. On va avoir une première réunion là, dans les jours qui viennent. On espère en associer mes deux collègues qui sont à côté de moi pour reproduire quelque chose qui avait fortement bien marché pour la première soirée, vu qu'on avait accueilli presque 500 personnes pour le film Demain de Cyril Dion. D'ailleurs, il avait débattu avec le public. On avait vu aussi d'autres documentaires. Donc voilà, le but du jeu, c'est de pérenniser, de faire rentrer d'autres acteurs du territoire pour ancrer ce festival entièrement dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, assez vite, parce que malheureusement le temps nous presse, les grands événements dont vous attendez beaucoup cette année, on va commencer par Sabine Cossin. Allez. Alors, on va aller vite, comme ça, après je laisserai la parole à mes collaborateurs, mes collègues. Peut-être théâtre, avec des grands... Vous parlez des spectacles à venir. Bien sûr. Alors moi je vais vous parler jusqu'à fin juin 2016, puisque nous arrêtons, c'est saisonnier, donc on part de septembre à juin. Donc peut-être quelques grands textes, le Novecento, avec Dusselier, a pris à bras le corps. Donc c'est Alessandro Baricco qui a écrit
écrit ce magnifique texte très poétique. Ensuite, un autre qui n'est absolument pas dans le même registre, c'est Inconnu à cette adresse de Taylor Gressman. Voilà. Et puis, une fidélité avec un grand monsieur de la danse, Jean-Claude Galota, puisque voilà, on est très liés. C'est un monsieur, ce que j'appelle les artistes de l'altérité, c'est les artistes ouverts aux autres, très attentifs, ne s'enfermant pas et ayant besoin de se nourrir au contact des autres. Et donc, il est fasciné par L'étranger d'Albert Camus. Ah oui. Voilà. Et, oui, donc c'est une danse sur l'étranger. Oui, une danse sur l'étranger qui sera un beau moment aussi. Puis on va finir par un petit coup de cœur, des découvertes, bien que pour nous elles soient déjà connues, mais voilà, pour le public. Oum, qui est une très belle femme du désert marocain et qui chante dans la tradition, mais qui du coup s'est beaucoup ouverte aux sonorités du jazz, aux sonorités des Caraïbes, de la musique cubaine, et nous fait un mixage de toutes les cultures et donne vraiment un concert d'une grande générosité. Lionel Massetta? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des choix et à dire quels seront les temps forts. Je pense que la saison est aussi toute la saison est forte. Et puis non, c'est surtout que la saison est conçue comme un parcours pour différentes possibilités de parcours pour les spectateurs. Donc je parlerai de deux œuvres qui vont être jouées dans pas très longtemps, au mois de février à Saint-Quentin. La première, je crois que c'est le 19 février, La Petite Renarde Rusée. Voilà. On parlait d'initiation à la culture. La Petite Renarde Rusée, c'est une œuvre de Janacek qui, je pense, a dû être composée aux alentours de 1920. Une œuvre qui est d'une immense richesse, d'une grande diversité, qui a été mise en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Louise Moati, avec tout un travail visuel, de dessin, d'incrustation qui sont faites en direct. Et c'est typiquement le genre d'œuvre, d'une part, œuvre remarquable, remarquablement interprétée et mise en scène, qui sont un régal et pour les yeux et pour les oreilles, et où on peut amener des jeunes spectateurs à découvrir l'opéra. Voilà, ça c'est à découvrir. Ouais. Je pourrais parler également d'une pièce, un texte qui a été écrit à peu près vers la même époque, ça doit être en 1920-1910, par Claudel, c'est L'Annonce faite à Marie. Comme quoi, le rôle du théâtre, c'est aussi d'actualiser des textes qui ont un peu plus d'un siècle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les découvrent aussi, ces textes-là. Il y a beaucoup de gens qui les découvrent, et surtout de les faire découvrir de façon un peu différente. Donc ce texte qui est ce qu'on appelle un mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mystique dans ce travail, comme dans toute l'écriture de Paul Claudel, a été réadapté par Yves Bonnen, un metteur en scène, qui en a fait une œuvre quasiment musicale, où on va dire que la musicalité du verbe claudélien voisine à côté de la musicalité des œuvres de Camille, d'un jeune compositeur qui s'appelle Camille Rocailleux. Voilà aussi deux façons d'aller vers une culture on va dire classique, une culture de répertoire qui est remise au goût du jour. C'est de très belles occasions de découvrir ces œuvres-là. Voilà, je n'irai pas plus loin. Oui, j'aurais juste voulu ajouter une petite chose importante. C'est Lionel Massetta a cité deux metteuses en scène ou metteurs en scène. C'est important. Nous, au Prisme, on essaye de s'attacher à la parité. On essaye de s'inscrire dans les parités saison homme-femme. On n'y arrive pas à mettre 50% d'hommes, 50% de femmes. En plus, c'est des rangements, franchement, qui ne sont pas très, très pratiques. Mais par contre, soutenir des projets de femmes, de production féminine pour essayer de remonter un peu cet équilibre-là. C'était juste cette petite incise que je voulais faire, qui n'est pas pour les défendre, qui est juste pour, pour valoriser la parité. Voilà. Marc Alban, nous, c'est vrai qu'on a une activité très riche tout au long de l'année. Là, je vois, la semaine prochaine, on va recevoir l'équipe de film de Joséphine Sarondi avec Marie-Lou Berry. On essaye de redévelopper, de refaire revenir beaucoup d'acteurs. Comme je vous disais, la semaine dernière, on avait Omar Sy, et tout fin décembre, on avait Josène Balasco qui sont venus ici. Donc c'est vrai qu'on a une activité assez riche avec naturellement tous les gros blockbusters américains qu'on connaît. Je ne vais pas vous en faire la liste. Par contre, c'est vrai que là, tout début février, le 11, on a le Trou Vert qu'on va diffuser en direct de l'Opéra Bastille. Et c'est vrai qu'on parlait des jeunes aussi, et on remarque de plus en plus de jeunes qui viennent, on va dire, s'initier. Je ne sais pas si s'initier ou découvrir sur les opéras, et notamment une proportion importante sur les ballets. Je pense que les jeunes sont peut-être plus, ou les jeunes filles peut-être plus attentifs au ballet, mais sinon voilà, on a une activité très très riche, et puis il y a les vacances scolaires qui arrivent, avec des choses un peu plus exotiques, comme on aura l'équipe de Pattaya, donc ça c'est nettement plus exotique on va dire, sûrement avec Gad Elmaleh ou autre. Voilà, nous on a une activité très riche tout au long de l'année, avec des gros blockbusters qui vont sortir naturellement
normalement, et on finira sur la fin de l'année par un spin-off de Star Wars qui sera Rogue Leader, où là aussi, en fin de compte, ils vont ponctuer jusqu'à 2020 un épisode ou un spin-off de Star Wars pour ponctuer jusqu'à 2020. Donc voilà, on a de l'actualité riche qui nous attend toute l'année. Donc voilà, il y a de quoi venir au théâtre, venir au cinéma. Merci à tous les trois, et j'ai envie de vous dire aussi bravo, parce que ce que vous faites est absolument formidable.